Bonjour. Cette fois-ci, France Gestion vous invite non pas à une leçon d'économie, mais à un entretien avec Nicolas Bouzou. Pourquoi? Eh bien parce que je trouve qu'on parle beaucoup du chômage, mais il y a quelques éléments de ce gros dossier chômage qui m'interpellent et j'ai voulu en avoir le cœur net. Je vais poser directement à Nicolas Bouzou, bonjour, les questions qui m'inquiètent un petit peu, parce que c'est vrai, parler du chômage avec le coût du travail, on connaît, la réglementation trop lourde, on connaît, la formation continue, on connaît. Tout ça, je crois que c'est pas utile qu'on en discute tous les deux aujourd'hui. Ce que je voudrais savoir, c'est réellement, quand le MEDEF dit « nous allons créer 1 million d'emplois », quand nous, citoyens, est passé à 2 millions d'emplois, quand Larouturou, le spécialiste des 4 jours par semaine, dit « nous allons créer 1 million d'emplois », quand vous-même, Nicolas, vous nous dites « c'est la destruction créatrice, donc ne vous inquiétez pas, ça va repartir », j'ai un doute. Oui. Alors, déjà, peut-être une façon de lever ce doute, ce serait de remarquer qu'autour de nous, vous avez des pays qui sont au plein emploi, très proches de nous. Prenez un avion à 500 km, vous allez en Suisse, la Suisse est au plein emploi. Vous allez en Autriche, je reviens là d'un grand voyage en Europe, je suis allé en Autriche. Avant de partir, j'ai vu l'ambassadrice, là, à Paris, place des Invalides, qui m'a dit « Vous savez, en Autriche, on a des problèmes, mais nous avons réglé le problème du chômage. Le chômage est quelque chose qui n'existe plus dans notre pays. Vous allez dans les pays scandinaves, vous avez très peu de chômage. Vous en avez un petit peu en Suède. Au Danemark, vous n'en avez quasiment plus. Donc vous avez autour de nous des pays avec des protections sociales, avec des salaires élevés. Vous avez des pays qui n'ont pas de chômage. Et au fond, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il n'y a que des obstacles au chômage. Mais tant que vous avez des besoins, vous avez des emplois. Je comprends bien votre question qui est très légitime, qui consiste au fond à dire aujourd'hui on a des progrès technologiques très importants dans la robotisation par exemple, prenons le cas de la robotisation, on peut supprimer des milliers voire des dizaines de milliers de jobs de manutentionnaires grâce en raison en tout cas de la robotisation. Est-ce que finalement tout ceci ne va pas faire augmenter le chômage? Quand vous regardez les choses historiquement, le progrès technique ne crée pas de chômage, il déplace de l'emploi. Et c'est ça le point important qu'il faut qu'on apprenne en France, et c'est ce que les Autrichiens, les Suisses ou les Scandinaves ont bien compris. C'est-à-dire que la question, c'est pas celle du stock d'emplois. Vous pouvez toujours créer des emplois, il y aura toujours des besoins. Je prends un exemple caricatural, mais si des drones suppriment des jobs de livreurs, ok, ça supprime des jobs de livreurs. Eh bien, il faut recréer des jobs de programmateurs de drones, voyez. Et donc, la question, c'est celle du déplacement de l'emploi, au fond. Et donc, vous parliez tout à l'heure de la formation, en ayant l'air de me dire, oui, la formation, on en a déjà beaucoup parlé, donc n'en parlons plus. Non, non. La question, c'est à la fois d'avoir un marché du travail qui soit relativement flexible pour permettre de détruire et de créer des emplois, et c'est d'avoir un système de ce qu'on appelle en France, parce qu'on aime bien les termes compliqués, de sécurisation des parcours professionnels qui permettent de faire en sorte, et là encore, pardonnez-moi, je caricature un peu, hein, mais que la personne qui conduisait un chariot, eh bien, elle puisse aujourd'hui s'occuper de l'entretien d'un drone. Oui, mais c'est là où quand même, alors restons sur le plan mondial, on a dit que la robotique avait créé environ dans le monde 10 millions d'emplois. Oui. Seulement, entre 1990 et aujourd'hui, la Chine a supprimé 20 millions d'emplois dans sa propre industrie. Oui, donc déjà, on voit qu'il y a un écart négatif. Oui. Donc pour en revenir à la France, c'est ce qui se passe également, puisque depuis 2008, on a perdu 570 000 emplois. Et je crains que l'on continue à en perdre. Moi aussi. Voilà. Et pourquoi également? C'est parce que la France est assez active, on va dire, en création de personnes qui sont en recherche d'emploi, alors que l'Allemagne, elle, doit avoir 800 000 emplois chaque année, ou 850 000 emplois chaque année, alors qu'elle n'a que 800 000 personnes qui cherchent des emplois. Alors qu'en France, c'est l'inverse. Oui. On a en gros 600 000 personnes qui viennent remplacer les retraités, plus 150 000 qui sortent du système éducatif. Ça fait 750 000. Or, comme on a perdu 570 000 emplois, et qu'on ne crée plus d'emplois, mais qu'on en perd au contraire 5 à 10 000 par mois, franchement, la marche est haute. Non, enfin, la marche est haute, oui, bien sûr, la marche est haute, mais pardonnez-moi d'être brutal, mais on perd 5 ou 10 000 emplois parce qu'on a des politiques économiques qui sont faites en dépit du bon sens. Parce que sinon, si c'était une fatalité, si cette question de chômage liée au progrès technique était une fatalité,
tous les pays auraient des problèmes de chômage. Or, ce n'est pas le cas. Je pourrais citer l'Angleterre aussi. La grande question de l'Angleterre, je suis aussi allé en Angleterre ces derniers jours. Et moi, je suis allé à Manchester, à Liverpool, donc pas à Londres. La problématique de l'Angleterre aujourd'hui, c'est on va arriver rapidement à un socle de plein emploi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en matière d'augmentation de salaire et donc d'inflation, etc. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans cette problématique. Le problème de la France, vous avez tout à fait raison de dire qu'on perd des emplois en France. Mais on perd des emplois parce qu'on détruit des emplois, mais parce qu'on n'en recrée pas ailleurs. Et c'est là où... Pardonnez-moi, alors vous allez finir par ne plus en pouvoir que je vous parle de Schumpeter, ce que je comprendrais, mais il faut quand même être schumpeterien. C'est-à-dire que la question, c'est pas ce qu'on perd, c'est pas ce qu'on détruit. Vous avez raison, la robotique, elle détruit plein d'emplois. Donc je suis entièrement d'accord avec vous, Serge. Ailleurs. Et pour recréer, et c'est ça qui est compliqué, à la fois des emplois qualifiés, ça c'est grosso modo une question d'innovation, d'écosystème d'innovation. Je ne suis pas très inquiet pour la France à ce niveau-là. Je pense qu'il faut alléger un certain nombre de réglementations. Il faut revoir un peu notre fiscalité. Mais enfin, quand je vois toutes les entreprises, tout l'esprit entrepreneurial qu'on a en France, on a un socle qui doit permettre de créer de l'emploi qualifié. Le vrai problème de la France, c'est l'emploi peu et non qualifié. La vraie question, tiens, vous avez parlé tout à l'heure des 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme, au fond. Comment est-ce qu'on fait, eux, pour les raccrocher à de l'emploi? Alors ça, c'est très compliqué. Et ça, il faut s'y atteler, mais c'est possible. Il faut soit des actions de formation, mais qui reprennent les choses à la base, c'est-à-dire qui reprennent, il faut quasiment apprendre à lire et à écrire. Vous savez, quand Emmanuel Macron, là, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, a dit GAD va fermer et on va avoir de gros problèmes parce qu'un certain nombre d'ouvriers ou d'ouvrières ont des difficultés d'illettrisme. Il a été obligé de s'excuser à l'Assemblée nationale. Bien, moi, je suis scandalisé de ça. Parce qu'Emmanuel Macron, il a eu le courage de mettre le doigt sur un phénomène qui est réel, qui est problématique. Un de mes collègues économistes, qui s'appelle Augustin Landier, va sortir bientôt un rapport qui montre qu'un tiers des chômeurs ne sont pas allés au bout du lycée. Donc la question, c'est ça. La question, c'est eux. C'est comment on les raccroche à cette mutation de la croissance économique. Et donc, vous avez à la fois la question de la formation, et puis vous avez la question du coût du travail, parce qu'il faut aussi qu'on crée des jobs assez peu qualifiés en France. Alors Nicolas, c'est ce que j'ai vu avec le mouvement Nous Citoyens. Moi, ça me séduit assez, cette proposition, c'est SMIC net égale SMIC brut. On règle un problème, au moins le niveau du SMIC. Bon. Après, on nous dit que ça va créer des emplois de pompistes. Je veux bien. Bon, est-ce que tous les parents seront d'accord pour que leurs enfants soient pompistes? Mais de toute façon, je suis d'accord avec vous sur le fait que l'on pourra créer des emplois de ce type, à condition que les pétroliers soient d'accord pour les payer, à 1 200 € par mois. Est-ce que ce sera suffisant pour motiver les gens pour aller sur ces emplois-là? Et est-ce que les entreprises ne profiteront pas de la baisse du coût du travail qui va être donnée avec ces 1 200 € pour encore améliorer les profits, et peut-être ne pas aller dans le sens que nous souhaiterions? Alors, ça dépend. Déjà, je crois que la baisse du coût du travail n'est pas suffisante. Il faut aussi revoir le fonctionnement du marché du travail qui est très judiciarisé en France, et on sait bien que c'est un frein énorme. Quand vous avez des difficultés pour licencier, vous n'embauchez pas. Enfin, je veux dire, toutes les études montrent ça, et le nouveau prix Nobel d'économie qui s'appelle Jean Tirole a très bien montré ça. Il a très bien montré que si on veut que les entreprises recrutent, il faut qu'elles puissent licencier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, bon, l'exemple du pompiste, j'en sais rien, bien évidemment, je ne sais pas si en baissant le coût du travail, on va recruter davantage de pompistes. Mais deux remarques néanmoins. Vous dites que les parents ne voudront pas que leurs enfants soient pompistes. Là, je crois qu'il faut quand même, en France, qu'on comprenne qu'on a un stock de 5 millions de personnes qui sont en sous-emploi. Et il faut que les gens comprennent qu'il y a un chemin en matière d'emploi et de salaire. C'est-à-dire qu'on peut commencer bas et arriver haut. C'est ce qu'ont montré les Allemands ou les Anglais. Les Allemands ont flexibilisé ces 10 dernières années le marché du travail, ont diminué le coût du travail. Mais d'autres avaient fait ça avant. Les Néerlandais, par exemple, les Pays-Bas, pays très intéressant du point de vue était de dire on va baisser les indemnisations chômage pour faire en sorte, pour inciter les gens à reprendre des jobs qui sont peu payés. Pourquoi? Parce que, justement, on va recréer ce chemin. C'est-à-dire quelqu'un qui va commencer comme pompiste, peut-être qu'il aura des responsabilités dans la station-service, dans l'entreprise pétrolière, et il va monter comme ça. Et ça marche.
Ça a marché aux Pays-Bas, ça marche en Allemagne. Alors, est-ce que les pompistes, j'en sais rien. Moi, je pense que la baisse du coût de travail, elle est intéressante dans d'autres secteurs. Et dans le secteur de la coiffure, que je connais bien, là, je pense qu'on peut recruter. Dans le secteur du tourisme, qui est très important en France, je pense qu'on peut recruter. Donc la baisse du coût du travail, ça ne fait pas tout. Je pense que c'est un élément important. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous et je suis allé volontairement sur ce chemin-là. Mais dans ce cas-là, il faudra que les politiques acceptent la baisse du SMIC en apparence, puisque net, ça ne change rien. Donc que les syndicats suivent également, mais que les grandes entreprises jouent également le jeu. Donc là, c'est le gros, ça sera le gros point d'interrogation. Alors, l'autre point quand même qui m'interpelle, c'est que aujourd'hui, compte tenu de l'état du chômage, on a un problème en matière de financement de la protection sociale. On y reviendra certainement dans un autre entretien, mais avec le taux de chômage que nous avons aujourd'hui, plus de 10%, vous savez que le corps a comme base de travail 4,5% de chômage et dans l'hypothèse pessimiste, 7%. Depuis des années, nous sommes pratiquement à 10%. Donc, il va falloir aller vers l'allongement de la durée du travail, au moins 2 ans. Hein, je crois que vous avez dû l'écrire ou le dire. Hein. Est-ce que je me trompe si je dis que si on prolonge la durée de travail de 2 ans, ça fait 600 000 emplois par an? Oui, mais je ça pense fait donc 1,2 million au bout de 2 ans. Non, mais le marché du travail ne fonctionne pas, ou ne doit pas fonctionner en tout cas de façon malthusienne. C'est-à-dire que ce n'est pas un gâteau qu'on se partage. Alors c'est ce que pensent certains, comme mon ami Pierre Larouturou par exemple, qui pense qu'il y a un gâteau à se partager, donc il faut des parts de plus en plus petites. Mais c'est faux. Enfin, je veux dire, enfin, c'est faux. Alors évidemment, c'est parole contre parole. On peut le croire et ne pas me croire. Mais enfin, j'ai quand même pour moi l'histoire économique, on va dire. C'est-à-dire que ça ne s'est jamais passé comme ça. Ce qui est clair, c'est qu'il nous faut de la croissance. Si vous n'avez pas de croissance, évidemment, la seule chose que vous pouvez faire, c'est soit baisser les salaires, soit baisser le temps de travail, ce qui en réalité revient un peu au même. C'est-à-dire entrer dans une logique de partage au fond. Donc non, il faut de la croissance et en effet, il va falloir ces professionnels, et vous avez tout à fait raison, allonger la durée de cotisation d'une façon ou d'une autre. Moi, je pense que, grosso modo, c'est la règle des 44, 64, 2024. C'est-à-dire 44 années de durée de cotisation, on part à 64 ans, et tout ça doit être opérationnel en 2024. Bon, voilà. Mais il est clair que les gens qu'on fait partir en retraite à 64 ans, s'ils sont chômeurs à 58 ans, pour les finances publiques, c'est neutre. Donc, ça n'a aucun intérêt. Et donc, il faut que ces gens-là soient en poste. Et bien ça, c'est une question à la fois de croissance économique. Alors, ce sont toutes les politiques à la fois européennes, de relance et françaises de compétitivité, d'augmentation de l'offre. Donc, ça, ce sont les politiques de croissance. Et puis, il faudra peut-être aussi trouver des incitations. Pourquoi pas en matière de charges, de coût du travail, pour faire en sorte que les entreprises recrutent des seniors, parce que vous savez qu'elles en France, mais dans d'autres pays, elles ont beaucoup de difficultés. Mais ce que montre votre exemple, c'est très important, c'est qu'on est dans une logique systémique, c'est que tout se tient. Moi, j'arrête pas, je dis à tous les gouvernements, c'est que la réforme des retraites, elle doit se faire avec une politique de croissance et une réforme du marché du travail. Tout doit se faire en même temps, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, je continue sur cette politique de croissance. On voit en matière budgétaire, on ne le dit pas aussi brutalement, mais en fait, ce qu'on nous demande, c'est une baisse du nombre de fonctionnaires. Oui, absolument. Bon. Ouais. Ces fonctionnaires, qu'est-ce que l'on en fait? Si on en supprime, combien en nombre va-t-on en supprimer? Et donc là, est-ce que ce n'est pas encore une arrivée sur le marché du travail de dizaines de milliers de fonctionnaires à qui il faudra bien procurer des emplois? Il y a également le problème de la robotisation, puisque la France est très en retard en matière de robotisation, puisque je crois qu'en France, on a un robot, là où les Allemands en ont 3, parlons même pas du Japon. Donc si nous allions jusqu'au bout de la robotisation, hein, et on se demande de temps en temps s'il n'y a pas une volonté de freiner, peut-être même que les grandes surfaces freinent un peu, hein, parce que si elles suppriment leur... Exactement. Donc tous ces éléments-là montrent qu'en France, il y a une très très forte demande de travail, mais l'offre est quand même insuffisante, même si on a cette fameuse destruction créatrice. Non, regardez la robotisation. On est en retard en termes de robotisation. L'Allemagne n'a pas de chômage. Donc vous voyez bien que ce n'est pas forcément lié. L'Angleterre, il n'y a plus de caissières. Quand je dis caissière, ce n'est pas du machisme, hein, c'est parce que statistiquement, c'est en plus des emplois féminins. Et il y a beaucoup moins de chômage en Angleterre. Prenons la question des fonctionnaires, juste, parce que Serge, vous avez posé la question des fonctionnaires. Question très importante, je pense en effet qu'il va falloir diminuer les effectifs dans la fonction publique. Prenons un exemple précis, pratique. L'hôpital. Il y a une surcapacité énorme en termes de lits en France. Le problème, ce n'est pas les lits.
Les lits, vous les mettez à la déchetterie, ils ne font pas la grève. Le problème, ce sont les infirmiers et les infirmières. Et donc, on a besoin de redéployer les effectifs à l'intérieur de l'hôpital. Et ce que permettent aujourd'hui les nouvelles technologies, c'est de soigner, notamment dans un domaine que je connais, qui est l'oncologie, c'est de soigner les gens à domicile plus qu'à l'hôpital. Ça veut dire qu'il faut trouver des moyens légaux, en réalité, de permettre aux personnes qui sont dans la fonction publique d'aller travailler dans le privé, d'aller travailler au domicile des gens. Et c'est là où il faut qu'on travaille sur le statut de la fonction publique, en garantissant à une infirmière, par exemple, en lui disant, ben voilà, vous ne serez plus à l'hôpital, vous serez au domicile des gens, vous ne serez plus salarié de la fonction publique, vous serez salarié d'une entreprise ou d'un particulier, mais néanmoins, l'État va vous réassurer, va vous fournir une garantie d'emploi pendant 2 ou 3 ans. Donc il faut qu'on soit intelligent, il faut qu'on soit imaginatif, parce que vous avez tout à fait raison. On va diminuer les effectifs de la fonction publique, mais si c'est pour faire des chômeurs, ça ne sert à rien. Donc il faut en faire des gens qui travaillent. Il faut qu'on soit intelligent. Bien écoutez, je crois qu'on va rester là pour ce premier entretien, parce que je crois que j'aurai d'autres questions à vous poser encore, et notamment sur le financement de la protection sociale, compte tenu de cette situation, où j'espère que votre optimisme montrera que vous avez raison.